Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici. Donc, le crime, je pense que tout le monde connaît le nom. Je vous dis juste rapidement ce qu'on fait. Donc, Centre de recherche informatique de Montréal, tout le monde s'imagine qu'on a des chercheurs dans nos labos, tout ça. En fait, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un centre de recherche appliqué à vocation industrielle, donc où le modèle principal, c'est de fournir des experts dans des domaines de pointe, souvent l'équivalent ou des créneaux aussi couverts par le monde universitaire, mais pour résoudre vraiment des problématiques d'entreprise ou d'organisation. Donc, c'est vraiment, si on veut, fournir de l'expertise de pointe à la demande, avec un mandat, naturellement, de développement économique, d'aider les entreprises à être plus compétitives. Puis, notre grand créneau d'expertise, en fait, comme ça a été mentionné, c'est vraiment tout ce qui touche, nous, on appelle ça l'analytique des données. Aujourd'hui, si je veux être à la mode, je devrais dire intelligence artificielle. L'année passée, il aurait fallu dire big data. Mais peu importe les modes, fondamentalement, c'est vraiment, on touche à l'analytique des données. Mais je ne vous parlerai pas de l'analytique des données. Je vais vous parler du sujet qui est très connexe, nous, qui fait partie de nos préoccupations quand on parle à nos clients, qui touche à la gouvernance des données. En fait, si on regarde rapidement l'évolution des technologies depuis longtemps, depuis les années 70, on parle toujours de façon très, très globale des technologies de l'information. Puis, jusqu'à récemment, les technologies de l'information, le focus, c'était toujours la technologie. Et puis, vous voyez sur le dessin, l'évolution, c'est très, très technologique, tout ça. Puis, je pense qu'on est rendu à un point tournant où maintenant le deuxième mot, information, est celui là, qui prend autant, sinon plus, de valeur que de la technologie. Puis en fait, quand on parle d'information, c'est quoi la différence entre des données puis de l'information? Grosso modo, c'est d'extraire de la valeur à partir de toutes ces données-là. On en a parlé, il y en a beaucoup. Donc, de façon, des fois c'est un peu cliché, mais souvent ce que les gens disent, les données, c'est pour les machines, puis l'information, c'est pour les humains. Ça fait qu'en fait, c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme, puis les gens s'orientent vers cette approche-là. Puis naturellement, quand on dit créer de la valeur pour les données, on est ici, on parle de commercialisation, c'est de la valeur commerciale, donc c'est vraiment... Pourquoi ça se passe maintenant? Je pense que c'est un petit peu une conjonction de facteurs, mais c'est des progrès dans différents domaines qui récemment étaient un petit peu indépendants, qui convergent tous à des niveaux de maturité qui font qu'on est maintenant capable à la fois d'acquérir des quantités de données phénoménales avec différents types de capteurs, la capacité de déplacer ces données-là, toutes les infrastructures de communication sont rendues à des niveaux très, très performants. Les capacités de stockage, on en a parlé, puis naturellement les capacités de calcul aussi. Donc, si on regarde tout ce qui touche à l'acquisition des données, en fait, c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, puisqu'on parle de l'Internet des objets, vous le voyez que ce soit des caméras, des capteurs, à la limite des drones, c'est des capteurs mobiles. En fait, la robotique mobile aussi, souvent les gens ont en tête seulement les robots dans les usines qui manipulent les choses, mais il y a beaucoup de développement aussi sur les robots autonomes, que ce soit les gens parlent beaucoup des véhicules intelligents, mais il y a aussi beaucoup de robots mobiles, les téléphones, les tablettes, ainsi de suite. Donc, par contre, la question a été soulevée, puis c'est une question extrêmement pertinente. Comme moi, dans mon background technique de traitement de signal, ce qu'on dit toujours, c'est « garbage in, garbage out ». Fait que, quelle est la qualité de nos données? Ça, quand on pense une perspective globale, parce qu'en fait, ça va être un petit peu ça le message, de dire on n'est plus seulement une entreprise technologique. Si on veut vraiment se faire de l'argent, on est une entreprise qui doit avoir une vision beaucoup plus globale que seulement la technologie. Donc, point important, même si on a plein de données, à quel point elles sont fiables. Les gens qui sont un petit peu sur le terrain, même qui font de l'électronique, qui sont proches des capteurs, ça n'a pas changé. Je veux dire, quand on fait des expériences, ce n'est pas toujours reproductible, tout marche parfaitement tout le temps. C'est la même chose pour toutes les technologies qui sont développées assez rapidement. Il y a souvent des enjeux de performance, il y a des enjeux, même les réseaux de télécommunications, même si c'est très performant, tout le monde a encore des problèmes avec les réseaux cellulaires, donc c'est des choses auxquelles il faut penser.
Au niveau du stockage des données, donc ça aussi des progrès très, très importants au niveau, mais là, une des choses, on a parlé de l'info nuagique. Ce qu'il faut penser, c'est que dans notre chaîne de valeur, quand on envoie des données en info nuagique, il y a un autre joueur qui est là, qu'on paye, qui héberge les données. Puis, je sais que ce n'est pas le sujet le plus passionnant, mais en général, l'info nuagique, il y a des contrats de service assez détaillés avec plein de droits, plein d'obligations pour les fournisseurs. Puis ça va être des choses qu'il faut vraiment, auxquelles il faut vraiment penser. C'est comme par exemple, là, ça s'est un petit peu calmé, là, mais quand on parlait du Patriot Act, tout ce qui est hébergé aux États-Unis, quand on commence à acquérir, si c'est des données personnelles, des données confidentielles, il y a un autre joueur dans l'équation. Nous, on veut le voir comme un fournisseur technologique fiable, mais en passant, si j'ai un projet avec des données sensibles, il y a des clauses dont il faut tenir compte naturellement. Par exemple, j'ai juste pris une citation, là, je peux vous la lire rapidement, là, mais genre, quiconque confie un document technologique à un prestataire de service pour qu'il en assure la garde est au préalable tenu d'informer le prestataire quant à la protection que requiert le document en ce qui a trait à la confidentialité de l'information et quant aux personnes qui sont habilitées à en prendre connaissance. Donc, c'est sûr que si on est dans un environnement manufacturier, de production industrielle, machine to machine, c'est peut-être moins pertinent, mais en contexte de wearables où on mesure votre rythme cardiaque, votre âge, votre pression, tout ça, si, comme par hasard, il y a des données qui se retrouvent dans une compagnie d'assurance, ainsi de suite, est-ce que même, en fait, nous qui fournissons juste les capteurs, on peut être tenu de causer des dommages ou ainsi de suite. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser quand on travaille au niveau de nos données. Naturellement, tout ce qui touche à la cybersécurité, probablement vous êtes au courant là, des dernières attaques de déni de service, ça ne se fait plus avec plein de serveurs web qu'on imagine n'importe où au Kazakhstan. Tout ça, ça se fait avec des imprimantes, des caméras connectées dont on prend le contrôle, puis qui vont faire des attaques de denial of service. Fait qu'il y a toute cette réalité-là de conception assez rapide de tous les objets connectés, mais souvent sans tenir compte de tous les enjeux, les protocoles de sécurité et ainsi de suite. On parlait de domotique. Domotique, c'est pour moi, si j'étais une compagnie d'assurance, je regarderais comme il faut les technologies. Qu'est-ce qui arrive si c'est un hacker qui vole ma maison parce qu'il a eu accès à des mots de passe ou les a... c'est des nouveaux modèles d'affaires, en fait, des nouvelles choses auxquelles il faut penser. Tous les enjeux d'encryption des données, naturellement, qui est une police d'assurance, souvent, où on dit... mais par contre, souvent aussi, qui ont des impacts assez significatifs sur la performance, sur la fluidité pour transférer les données, et ainsi de suite. L'autre chose aussi qui s'en vient très, très tendance, là, c'est ce qu'on appelle « privacy by design ». Okay? Ce qu'on dit, comment on va stocker nos données. On dit, en fait, la cybersécurité, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé depuis, c'est de rajouter des technologies sur des systèmes d'opération qui, de toute façon, sont mal conçus pour la sécurité puis qui vont avoir des failles perpétuelles. Donc, est-ce que la meilleure approche, c'est de ne pas investir du tout, mais de moins investir dans des outils technologiques, puis de concevoir une façon de stocker nos données qui fait que c'est très, très difficile d'identifier les gens, par exemple. Donc, c'est ce qui s'appelle « privacy by design », là, de façon très, très simplifiée. C'est juste, tu ne mets pas le nom, l'adresse, numéro de téléphone, numéro de carte de crédit, toutes ces choses-là sur les mêmes serveurs. Quand tu as des données qui vont être stockées à des endroits, ça peut être physiquement, naturellement physiquement distribué, mais aussi avec des modes d'accès différents. Donc, c'est toutes des choses auxquelles il faut penser. Puis, toutes les politiques d'archivage et de destruction des données. Hein. En général, même ça, c'est toujours une zone grise. Hein. En général, quand on a des données sensibles, des données personnelles, des données même dans des comités d'éthique, que ce soit de la recherche universitaire ou tout ça, c'est pour une durée déterminée. La réalité de la majorité des organisations, c'est qu'on fait des backups de tous nos systèmes. Ces données-là sont persistantes, puis, un tape de backup ou un disque de backup ou des données de backup qui ont été trouvées ou perdues, puis, en fait, les données sensibles peuvent réapparaître. Autre aspect aussi, après ça, quand on passe à l'exploitation des données, sans rentrer dans tous les détails technologiques puis tous les buzzwords,
pense qu'il y a quand même un changement fondamental, puis François a fait allusion un peu. Quand on parle du big data, là, tout le monde, l'année passée, avant ça, on a tellement entendu parler des buzzwords, là, puis tout le monde, en fait, focus sur le mot big. Okay? Mais le mot big, c'est pas la grosse avancée, en fait. Toutes les technologies là, des données massives, là, de big data, en fait, ce que ça fait, c'est que ça change un peu le paradigme de traitement des données. Historiquement, tous les gens qui ont une formation en informatique, la clé, c'est les bases de données relationnelles. Okay? C'est j'ai des données, j'essaie d'imaginer, je pense à toutes les relations qu'elles doivent avoir entre elles dans mon système, puis je vais faire une base de données qui explicite toutes ces relations-là. Donc ça a bien fonctionné dans des contextes d'affaires historiquement, là, qui étaient des contextes d'affaires très prédictifs. On a une bonne idée du... Mais là, ce qui se passe avec les technologies du big data, le concept est très, très différent. Ils appellent ça des data lakes ou des data stores. La technologie, ce que ça permet de faire, ça dit, mettez toutes vos données à un endroit ou mettez-les toutes ensemble. Puis la technologie, ça vous permet de combiner les données à la demande, selon ce qui est pertinent pour vous aujourd'hui. Puis dans ce qu'on disait, c'est que souvent, la valeur des données, on la retrouve ou on la découvre plus tard. Donc, ce que ça permet de faire, c'est de revenir puis de recombiner à la demande. Donc, on n'a plus besoin nécessairement d'expliciter toutes les relations entre les données a priori. Fait que souvent, même dans les mots à la mode, là, quand on regarde les buzzwords, là, il y a du data storytelling. C'est comment des gens, c'est ça qu'ils font. Ils ont plein de données intéressantes, mettons un hackathon sur les villes intelligentes. Ils vont raconter des histoires à partir des données. Fait que ça, c'est dans les tendances aussi. Puis, naturellement, bien, ça ouvre des nouveaux marchés, ainsi de suite. L'autre chose aussi qui est, ben, peut-être, je ne sais pas pour les gens dans la salle, mais l'autre chose qui est importante à réaliser, c'est que ce paradigme-là, justement, de la façon de stocker les données, ce que ça implique beaucoup, c'est des grandes transformations organisationnelles. C'est vraiment de briser les silos. Fait que quand on pense à des grandes entreprises, à des municipalités, à des gouvernements, où la tendance de chaque département a ses données, puis à partir de ça, fait ces petites analyses, comme par exemple, si on peut penser ici au Québec, le ministère, mettons, du territoire et de la faune. C'est son domaine, c'est ses données géolocalisées sur l'exploitation du territoire. Le ministère de la Santé va avoir ses données, mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que ces données-là soient facilement recoupées, par exemple, pour faire des études épidémiologiques qui vont mettre à profit des données territoriales avec des données de santé, avec des données de transport, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pas seulement un impact technologique, c'est un impact organisationnel sur la façon dont on veut travailler. Puis, naturellement, ce que ça implique aussi, comme nous, c'est notre réalité au crime, c'est qu'on n'est plus... La technologie, c'est une partie du casse-tête, mais c'est vraiment des approches multidisciplinaires. Nous, la chose qu'on dit souvent à nos clients, c'est si vous voulez qu'on fasse un projet avec vous d'analytique de données, nous, on veut travailler avec vous en mode agile. Si vous nous laissez tout seul dans notre coin, il y a autant de chances qu'on trouve dans vos données ce que tout le monde connaît dans l'industrie depuis 30 ans. Fait que vous allez avoir zéro valeur. Par contre, si nous, on est des spécialistes, on explore les données, puis vous connaissez votre marché, puis on travaille ensemble, puis si on a telle piste de solution, puis on dit, ah, là, ça, pour le marché, si ça a de la valeur, ou tout ça, il y a vraiment cet aspect-là de combiner l'expertise du domaine avec l'expertise technologique. Puis, ça change aussi les paradigmes, parce que souvent, historiquement, il y a beaucoup d'entreprises qui se voient comme des entreprises purement technologiques. Mais quand on veut devenir une entreprise de données, bien, naturellement, il y a beaucoup d'autres facteurs à tenir compte. Puis disons, parce que là, je ne sais pas, il reste combien de temps, mais dans les aspects un peu plus, disons, la gouvernance traditionnelle, mais en fait, j'ai appelé ça nos obligations, parce qu'en fait, c'est nos obligations. Quand on collecte des données, c'est vraiment, tous les aspects de confidentialité. Okay? Techniquement, quand on parle de confidentialité, de quoi on parle? On parle de données qui ont une valeur, c'est une information qui a une certaine valeur pour un tiers. C'est-à-dire que si le fait d'avoir cette information-là qui n'est pas connue, ça a une valeur commerciale, ça a un certain coût d'acquisition ou tout ça,
Donc, dès qu'il y a des informations confidentielles, naturellement, quand on est en affaires, on a une obligation de les protéger, de déployer des mesures raisonnables pour assurer la préservation de ces données-là. Fait que là, de plus en plus, il y a des zones grises, comme on parlait d'entreprises qui vont vouloir justement avoir accès à des données dans un cadre de partenariat, puis finalement, la question, c'est est-ce que c'était déjà connu dans le domaine public ou non? Là? Donc, il y a beaucoup, naturellement, il y a des avocats qui sont spécialistes là-dedans, mais c'est vraiment un aspect auquel il faut se pencher de façon assez sérieuse, là. Particulièrement quand on est justement dans ces approches-là où on brise les silos puis qu'on veut que plusieurs gens travaillent sur des données. Ensuite, en plus des données confidentielles, naturellement, il y a toutes les données, si on veut, personnelles, qui sont vraiment réglementées. Puis, encore là, on voit là, qu'il y a tu sais, quand on parlait, mettons, Google qui exploite les données ou ainsi de suite, il y a une tendance, puis une zone grise. Il y a des lois, en fait, qui couvrent toutes les données personnelles. Traditionnellement, c'est le nom de la personne, son adresse, son numéro d'assurance sociale. Mais de plus en plus, dans la jurisprudence, puis tout ça, là, on parle des numéros, des MAC ID, des adresses IP, des profils de browsing, de recherche, la géolocalisation, ainsi de suite. Toutes ces données-là, il y a une zone grise, en fait. À quel point c'est des données personnelles. Puis en fait, ce qui est en train de se passer, c'est justement que c'est les gros joueurs qui en profitent parce que notre cadre réglementaire est très, très en retard sur ce qui devrait être en termes d'exploitation des données. Comme par exemple, juste pour vous donner un exemple, si on parlait de Waze, on parlait de ces joueurs-là, des Google, tout ça, qui finalement sont les gros joueurs qui ont toutes nos données. Okay? Ce qu'ils font, c'est que tout est gratuit, puis on ne prend jamais la peine de lire toutes les licences. Là. C'est j'accepte, j'accepte, j'accepte. Ce qu'on accepte, en fait, c'est qu'ils fassent à peu près ce qu'ils veulent avec nos données. Okay? Les autres joueurs qui pourraient faire un contrepoids au Google, Facebook, c'est les opérateurs de réseaux cellulaires, qui ont aussi à peu près toutes les mêmes données. La réalité, c'est que les opérateurs cellulaires sont dans une industrie très réglementée par le CRTC, puis eux, c'est pas mal écrit noir sur blanc qu'ils n'ont pas le droit. Donc, eux sont un petit peu pris parce que, justement, notre cadre réglementaire n'évolue pas à la même vitesse que la technologie évolue. Autre aspect important, droit d'utilisation des données. On le voit de plus en plus partout. Je dirais, nous, le crime, peut-être des organismes, ici, il y a des OBNL, tout ça, qui travaillent proche du monde universitaire. Il y a quand même des réflexes de protocole de recherche, d'approbation, de conditions d'utilisation, de comités d'éthique. Mais souvent, les données qui sont acquises dans un certain contexte, après ça, c'est l'étude est finie, puis on fait l'équation magique. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut avec les données, ce qui n'est pas le cas. On fait un protocole de recherche qu'on a des données intéressantes qui pourraient avoir une valeur commerciale, mais que c'était pour fin de recherche seulement. Je veux dire, on n'a pas le droit de commercialiser, on n'a pas le droit de générer des revenus directement de ça si les gens n'ont pas consenti à ces applications-là. Donc, il faut y penser comme il faut. L'exemple typique qu'on voit ces temps-ci régulièrement, puis c'est peut-être la génération un petit peu plus jeune, tout ce qui est sur la Presse Plus, meilleur exemple. La Presse Plus, c'est gratuit. Okay? Les gens pensent que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit pour une utilisation personnelle, pour consulter le contenu puis regarder la publicité en même temps. Ce n'est pas gratuit pour quelqu'un qui veut agréger tout le contenu puis le revendre pour faire de la veille médiatique ou du bundling de contenu. Je veux dire, c'est écrit à quelque part sur les conditions d'utilisation de la Presse Plus. C'est juste qu'on n'a pas le droit. Donc, toutes ces choses-là, c'est toutes des choses qui sont de plus en plus importantes. En fait, dans les compétences, on parle beaucoup des métiers de demain en TI. Les compétences de demain, c'est justement ça. C'est pas seulement la technologie, c'est une compréhension de la technologie et de ses implications qui touchent aux données. Puis, peut-être, dernier point, on le faisait illusion. Ces temps-ci, là, on parle d'intelligence artificielle. Dans 10 ans, il y aura plus,
c'est sûr qu'il y a des emplois qui vont se transformer, mais il y a toute une question aussi d'éthique et d'acceptation sociale. Il y a des choses, les gens là, sont en train de dire que l'intelligence artificielle, ça va remplacer tous les humains. Un des gros inconvénients des approches, par exemple, de deep learning, c'est que c'est une boîte noire. Okay? Ce que ça fait, ça apprend. Okay? Ça a plein de données avec plein d'étiquettes qui disent « voici les réponses ». Puis à partir de ça, ça va reproduire ce contenu-là. Okay? Mais c'est une boîte noire. Après ça, quelqu'un qui est comme, par exemple, il y a un projet de loi en Europe okay, sur la transparence algorithmique. Okay? Ça a l'air assez trivial, mais ce que ça dit, c'est moi, je veux, par exemple, je vais à une banque, puis je suis refusé. Je fais une demande de prêt hypothécaire, je suis refusé. Je veux savoir selon quels critères j'ai été refusé. Tu ne peux pas fournir une boîte noire qui dit oui, toi, tu es bon, toi, tu n'es pas bon, tout ça. Donc, il ne faut pas sous-estimer tous ces aspects-là d'acceptation sociale aussi qui font partie de toute cette problématique-là, parce qu'on peut penser qu'on a une super bonne idée pour faire plein d'argent avec les données, mais si la population n'est pas prête à l'accepter, on n'est pas en business. Voilà. Le reste, je peux arrêter ici. Question pour toi, François. Si tu avais un conseil à donner à l'industrie de l'électronique par rapport au niveau d'ajustement puis de collaboration, ce serait quoi ton conseil? Bien, en fait, je pense qu'il y a deux choses. Okay? Soit qu'on décide de se positionner vraiment comme un joueur qui est dans la chaîne de valeur. Donc, on a des partenariats forts, puis nous, on dit, nous, c'est clair, on fournit telle composante hardware, puis that's it. Mais si on fait ça, la réalité d'aujourd'hui, c'est que si on fait de l'électronique comme ça, il faut avoir une vision mondiale et globale parce qu'on ne peut pas compétitionner avec les entreprises à bas coût en Asie et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, on devient vraiment un fournisseur purement électronique, pure play, innovation, des technos, vraiment, tout ça. Par contre, si qui est souvent la réalité, surtout au Québec, de beaucoup d'entreprises, que le marché est petit, puis qu'on veut vraiment dire la valeur, je veux dire, on le voit, là, le coût des bidules électroniques, là, je veux dire, les marges de profit là-dessus, là, à moins d'avoir des très, très gros volumes, ce n'est pas là-dessus qu'on fait une fortune. Donc, si on a plus cette vision-là, plus globale, en fait, c'est ça le message, je veux dire, la chaîne de valeur, le titre, peut-être je ne l'ai pas bien mentionné, mais moi je pense qu'on est dans une époque, on est dans une transition économique vers une économie basée sur l'exploitation des données. Donc, si on veut être un joueur qui a une entreprise basée sur l'exploitation des données, puis on va vendre et des capteurs et le reste de la chaîne. Okay, faire de l'info nuagique, une fois que l'info nuagique, c'est commodity, entre guillemets, là, mais dans cette chaîne de valeur-là, si on dit on capte, on traite, on crée de la valeur, puis on revend, ou tout ça, donc on vend de la valeur ajoutée. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'il faut vraiment avoir toute cette réflexion-là. Puis, je veux dire, ça a l'air compliqué, ça l'est jusqu'à un certain point, mais une fois qu'on y pense comme il faut, ce n'est pas tous les cas qui sont super compliqués, mais c'est vraiment compliqué quand on n'y a pas pensé du tout. Excellent. Merci. Excellente présentation en passant. Je suis sûr que vous avez des questions. Geneviève, as-tu une question? Veux-tu réagir à la réponse de François? Moi, je suis du côté hardware solide du monde dans lequel je proviens. Mais ma question, c'est de dire, c'est le fun. Je pense qu'on peut imaginer que tout va devenir mécanisé, tout va être fait à notre place. Ma question, c'est de dire, à un moment donné, où c'est qu'on voit l'équilibre de tout ça arriver, là? Parce que là, on a l'enjeu d'un côté, d'un qui nous dit, bon, ben là, on peut tout mécaniser, mais je vois qu'il y a l'enjeu social aussi, là. Où c'est que l'équilibre peut se faire? Moi, je pense pas en fait, là, ceux qui sont familiers avec Gartner, là, quand on parle de l'intelligence artificielle, là, moi, je pense qu'on est au haut de la courbe là, qui appelle là, Inflated Expectations, là, même si c'est très, très prometteur, l'intelligence artificielle. Une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, je veux dire, maintenant, on prend l'exemple des radiologistes là, qui vont être remplacés du jour au lendemain. Okay? Les gens ne réalisent pas la quantité de données de qualité qu'il a fallu avoir pour entraîner Watson avec les meilleurs radiologistes de Mayo, la clinique Mayo aux États-Unis, avec des diagnostics là, très précis, des meilleurs au monde,
pour entraîner un système qui va être capable de détecter un certain nombre là, de pathologies, tout ça. Donc, avec des taux très, 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 très élevés. Mais la réalité, c'est que le système, il apprend ce qu'on lui montre. Hein. Puis, à un moment donné, il y a le jugement humain, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses, ça va devenir des outils d'aide à la prise de décision. Pas dans le sens là, d'il y a 15-20 ans, là, mais des outils mais où il va falloir qu'il y ait un certain jugement humain qui va être impliqué là-dedans aussi. Puis je pense que ça va être la même chose dans beaucoup tu sais, quand on parle d'une PME 4.0, puis que les gens vont perdre leur emploi, les gens qui font des tâches répétitives, oui. Mais la réalité d'une entreprise PME 4.0, par exemple, moi, si j'étais une entreprise manufacturière qui investit dans le manufacturier innovant, dans l'agroalimentaire, j'investirais massivement en cybersécurité. Okay? La meilleure façon là, de faire faillite à une entreprise qui fait de la bouffe, ce n'est pas d'aller lui voler ses données, c'est d'aller prendre le contrôle puis subtilement aller modifier un dosage ou un paramètre comme ça pour que du jour au lendemain, telle bière, ça ne goûte plus ce que ça devrait goûter. Puis là, à la limite, c'est vraiment mal ou tout ça. Mais il y a toute cette perspective-là de dire une entreprise manufacturière, demain, il va avoir besoin d'experts en cybersécurité. Il va avoir besoin d'experts probablement en commerce électronique. Il y a probablement tous des écosystèmes de grossistes qui vont disparaître. Le manufacturier innovant, ça te permet presque de faire affaire directement avec tes clients. Fait qu'il faut penser pas seulement à tout va disparaître, c'est plus les choses vont changer, d'après moi. Oui, alors je suis impliquée dans une entreprise qui développe un produit où justement le modèle d'affaires, c'est de vendre l'information. Alors, c'est quoi les étapes principales? Qu'est-ce qu'il faut regarder pour s'assurer que le produit on va être capable de les vendre, ces informations-là? C'est pas mal faire le tour de toutes les questions que j'ai mentionnées, puis s'assurer que ça tient la route. Est-ce que les données que vous collectez, ça vous appartient vraiment? Est-ce que si votre valeur, c'est pas sur les données brutes, c'est sur les données transformées? C'est ça. L'autre truc que je n'ai pas parlé là, délibérément aussi, c'est tout ce qui touche à la propriété intellectuelle, là, parce que je pense que ça va être là cet après-midi. Il y a d'autres gens qui vont en parler. Mais non, je pense qu'il faut juste avoir la perspective globale. Si ça fait juste vous ouvrir les horizons et dire, OK, je n'ai pas pensé à tel truc, il faut tout que je vérifie ça. Après, comme je dis, c'est pas, je veux dire, les gens le font, c'est pas sorcier, c'est pas magique. Mais une fois c'est comme toute entreprise. Si on dit il y a des enjeux, si on veut mettre un produit en marché, bien voici les trucs, il faut que je sois certain que ça fonctionne. Hein. Diane, je t'invite à prendre la carte d'affaires de François. On va aller avec Michel. Merci. Michel Bisson, Ears. Donc, peut-être un commentaire sur un des enjeux en termes d'acceptation sociale. Actuellement, dans beaucoup de PME, on voit la personne de TI ou la personne informatique comme un mal nécessaire, comme une dépense, qui est souvent un goulot. Donc, il y a déjà beaucoup de données qui sont disponibles, puis qu'on a de la difficulté à traiter, parce que justement, les gens n'ont pas les compétences informatiques, puis il y a seulement une personne TI ou deux personnes TI qui sont déjà surchargées. Donc ça, je pense que c'est un enjeu qu'il faut garder en tête dans un changement de mentalité, où les données deviennent un élément stratégique plutôt qu'un mal nécessaire qu'on doit traiter une fois de temps en temps. Donc, je peux sauver un commentaire par rapport à ça. En fait, c'est très pertinent, là, parce que si on regarde des tendances aux États-Unis, si on regarde il y a peut-être 6-7 ans, les grosses compagnies américaines, là, dans une entreprise, numéro 1, CEO, numéro 2, CFO, puis le CIO, là, le Chief Information Officer, ça, c'était comme dans les lieutenants qui suivent, là, numéro 4-5, là, parce que c'est des coûts. Aujourd'hui, la tendance, c'est votre CIO est quasiment numéro 2. Okay? C'est une source de génération de revenus. Ce n'est pas un coût. Okay? La mentalité, elle change à ce niveau-là. Puis même de plus en plus, même vous voyez à Montréal, il y a quelques entreprises qui le font. Il y a même des postes maintenant, là, excusez, c'est tous les termes anglais, là, mais c'est des CDO, c'est des Chief Data Officer. Puis eux, en fait, c'est dans les grandes organisations, c'est pour briser les silos. Se rendre compte que la gestion de données à l'intérieur d'une grande entreprise, c'est pas fluide, qu'il y a beaucoup de valeur qu'on peut retirer de ces données-là, fait qu'ils veulent des gens qui ont ce rôle-là transversal, qui est d'avoir la responsabilité des données de leur collecte
à leur utilisation, et ainsi de suite. Donc,